Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau top 10, c'est le top 10 des bagarres en coulisses entre catcheurs partie 3. Donc comme vous le savez, la partie 1 et la partie 2 sont déjà sorties sur Catch Club il y a plusieurs mois. Je vous laisse les liens dans la description et pour info, les deux vidéos ont déjà chacune dépassé les 100 000 vues, donc merci à tous. Pour rappel, pour ceux qui ne sont pas au courant, le catch c'est scénarisé. C'est écrit par des scénaristes et donc c'est du divertissement sportif. Mais parfois il arrive que les catcheurs s'embrouillent en coulisses, comme des collègues, et du coup cela peut mener parfois à des bagarres. Dans cette vidéo, je vais vous lister 10 nouvelles bagarres en coulisses entre des catcheurs, et on va notamment parler de catcheurs comme Ric Flair, Eddie Guerrero, CM Punk, ou encore des habitués comme JBL et Bob Holly. Allez, c'est parti pour ce nouveau top 10. Numéro 10, Eddie Guerrero contre Road Warrior Hawk. Pendant des années, nous avons cru dans cette histoire que Road Warrior Hawk était le grand méchant. Mais dans l'autobiographie de Eddie Guerrero, Eddie raconte toute cette histoire et cette fameuse bagarre, et il avoue à 100% que c'était totalement de sa faute. D'ailleurs, dans son livre, Eddie commence en précisant qu'il était un énorme fan des Road Warriors en grandissant. Pour info, nous n'avons pas la date exacte, mais cette bagarre aurait eu lieu dans les années 90, plutôt vers la fin des années 90. Eddie et Hawk étaient tous les deux en tournée au Japon pour la New Japan. Comme souvent, après les shows, Eddie avait pas mal bu. Et il faut savoir que certains membres de la famille Guerrero sont assez connus pour leur consommation d'alcool et le fait de se sentir invincibles une fois qu'ils ont bu. Du coup, après une soirée assez arrosée entre catcheurs, Eddie Guerrero a commencé à chercher des problèmes à Hawk. À ce moment-là, Hawk est resté calme et il l'a calmement averti de le laisser tranquille, sinon il devrait faire quelque chose. Eddie aurait dû s'arrêter là, mais il a décidé de continuer à chercher Hawk. Il ne voulait pas que les autres catcheurs pensent qu'il avait peur de Road Warrior Hawk, donc il l'a poussé. Ce fut une très mauvaise décision. Alors que Eddie s'était apparemment tourné, Hawk l'a soudainement frappé derrière la tête. Du coup, Eddie Guerrero est directement tombé au sol, et à ce moment-là, Hawk s'est acharné sur lui, et il l'aurait frappé à nouveau plusieurs fois alors que Guerrero était au sol. Les coups étaient apparemment si violents que Eddie a été mis KO sur le coup. C'est Brad Armstrong, un ancien catcheur qui est également le frère de Road Dogg, qui était sur place, qui a finalement calmé la situation, puis il a appelé un taxi et il a mis Eddie dans le taxi pour le ramener à l'hôtel. Le lendemain matin, Eddie Guerrero s'est réveillé furieux, mais après avoir réfléchi, il a réalisé que toute la situation était totalement de sa faute, car Hawk lui avait donné une chance de s'en aller. Du coup, Eddie écrit dans son livre qu'il a eu ce qu'il méritait. Eddie continue en disant qu'il n'était pas fier de cette bagarre, mais il dit que par contre ça l'a rendu très populaire auprès des autres catcheurs présents, car en refusant d'abandonner et en souhaitant absolument vouloir confronter Hawk, il a gagné le respect des autres catcheurs. Pour info, il faut savoir que par la suite, Hawk et Eddie se sont réconciliés et ils sont devenus de très bons amis. Numéro 9, Owen Hart contre Bad News Brown. Nous sommes en mai 1989 à la WWE. Pour ceux qui ne connaissent pas Bad News Brown, c'était un personnage assez imposant qui devait feuder avec Hulk Hogan à l'époque. Et pour info, c'était un médaillé de bronze olympique en judo et quelqu'un qui défendait toujours ses positions et refusait qu'on lui manque de respect. À côté de ça, je pense que vous connaissez tous Owen Hart, qui était le petit frère de Bret Hart et qui était l'un des meilleurs catcheurs de sa génération, considéré comme l'un des meilleurs poids moyens au monde au début de sa carrière. Les deux lutteurs ont rejoint la WWF en 1988. À cette période, Vince McMahon recherchait un Street Fighter qui avait un look de catcheur venant un petit peu de la rue. Et c'est donc Bret Hart qui lui a conseillé Bad News Allen, qui est donc devenu Bad News Brown. Bad News devait avoir une rivalité contre Hulk Hogan prochainement, du coup il battait les catcheurs de milieu de carte assez rapidement pour pouvoir le mettre en avant. La WWF allait avoir une tournée au Canada où Bad News allait affronter Owen Hart tous les soirs, et logiquement il devait battre Owen Hart tous les soirs. Mais quand la tournée s'est arrêtée à Calgary, Owen a demandé à ne pas perdre car c'est sa ville d'origine et tous ses amis et sa famille seraient au premier rang. Le problème, c'est que Bad News est également originaire de Calgary. Il a donc trouvé que c'était un manque de respect de la part d'Owen de demander à ne pas perdre. Sachant que la WWE était en train de préparer Bad News à affronter Hulk Hogan, et donc le rôle de Owen était seulement de mettre en avant Bad News. Au final, les deux catcheurs se sont mis d'accord sur un finish avec une disqualification, ce qui permettait de ne pas avoir de réel perdant. Mais malgré tout, Bad News était réellement mécontent. Et petit détail, suite au match, alors que Bad News était en train de retourner en coulisses, Owen Hart est monté sur la 3e corde et il a célébré, ce que Bad News n'a pas du tout apprécié, car il trouvait que ça lui gâchait sa hit. Son adversaire ne devrait pas être en train de fêter après le match. La nuit suivante, le 28 mai 1989, à Edmonton, Owen a encore une fois demandé à ne pas perdre et il a demandé à ce qu'il y ait le même finish par disqualification qu'ils avaient eu la veille à Calgary. Mais Bad News a directement refusé et donc Owen Hart a perdu le match de manière clean. À côté de ça, Bad News a informé les officiels de prévenir Owen Hart que cette fois-ci après le match, il ne devrait pas monter sur les cordes et il ne devait absolument pas fêter avec le public. Le match s'est déroulé comme prévu et Bad News a remporté le match.
Mais une fois qu'il est retourné en coulisses, il a entendu une grosse pop. Du coup, il a passé sa tête à travers le rideau et il a vu Owen Hart debout sur les cordes en train de fêter avec la foule. À ce moment-là, Bad News a pété un câble et il a trouvé que c'était totalement irrespectueux. Car il avait clairement précisé aux officiels de prévenir Owen qu'il ne devait pas fêter après sa défaite. Du coup, une fois que Owen est retourné en coulisses après le match, Bad News lui a sauté dessus. Il a réussi à le mettre à terre avec un coup de poing, puis il a commencé à lui mettre des coups de pied au sol jusqu'à ce que des lutteurs viennent les séparer. Apparemment, durant l'échange, il serait même passé à travers le rideau, et du coup, une partie des fans aurait vu la bagarre en direct. Mais la plupart des fans pensaient que c'était un angle. C'est Earl Hebner qui a calmé la situation en criant « Allen, calme-toi ou tu vas le tuer !» Et à ce moment-là, il a réussi à séparer Bad News de Owen Hart. Bad News a fixé Owen et il lui a gueulé « Que ça te serve de leçon !» Puis il est retourné dans les vestiaires. Puis plus tard dans la soirée, Bad News a à nouveau confronté Owen et il lui a dit que s'il est dans le milieu du catch, c'est uniquement grâce à son père, sinon il sera en train de vendre des t-shirts ou des magazines. Il dit qu'à un moment donné dans sa carrière, tout le monde doit savoir mettre d'autres catcheurs en avant et que Bad News lui-même a perdu des millions de fois contre le frère de Owen Hart, Bret Hart, car c'était la bonne chose à faire à l'époque. Mais au final, apparemment, la situation s'est calmée entre les deux catcheurs car ils ont à nouveau travaillé plusieurs fois sur d'autres tournées par la suite. Numéro 8, CM Punk contre Teddy Hart. Pour info, avant que CM Punk soit une superstar du monde du catch, c'était un gros nom du circuit indépendant, tout comme l'était Teddy Hart, le neveu de Bret Hart et Owen Hart. L'histoire commence en novembre 2003 à la Ring of Honor. Alors que Teddy Hart vient de subir plusieurs prises et qu'il devrait être au sol en train de vendre ses blessures, il décide de se lancer dans une série de moonsaults directement sur ses adversaires sans les prévenir, ce qui est clairement très dangereux et aurait pu blesser ses adversaires qui au final sont ses collègues. La Ring of Honor a considéré que c'était clairement un manque de professionnalisme de la part de Teddy Hart et du coup ils l'ont directement viré. Et à cause de son mauvais comportement à l'époque, il y a pas mal de catcheurs qui se sont acharnés sur lui sur internet. L'un de ces catcheurs qui a dit du mal de Teddy Hart à l'époque est CM Punk, qui était présent lors du show de la Ring of Honor où Teddy Hart avait fait n'importe quoi. Suite à ces actions, Punk détestait réellement Teddy Hart. Et 4 mois plus tard, alors que Punk catchait maintenant à la TNA, il a entendu que la fédération allait amener Teddy Hart. Du coup, Punk aurait déclaré à ses collègues que dès qu'il verrait Teddy Hart, il le giflerait. Et donc on se retrouve le 25 février 2004. CM Punk était en train de manger en face de l'arène, accompagné par Sabu, Pete Williams, Johnny Devine et Chris Sabin. Et à un moment donné, Teddy Hart est rentré dans le restaurant accompagné par Jack Evans. Plusieurs catcheurs allaient s'en aller, mais ils ont décidé de rester car ils savaient que la situation était tendue entre CM Punk et Teddy Hart et ils souhaitaient voir ce qui allait se passer. Teddy Hart a confronté CM Punk et il lui avait demandé s'il avait un problème avec lui. Punk a alors répondu, mais apparemment Teddy Hart n'a pas bien entendu car il avait des écouteurs dans ses oreilles. Alors Punk a décidé de répéter que oui, il avait un problème avec Teddy Hart et les deux se sont retrouvés à l'extérieur du restaurant. Apparemment au départ ils discutaient calmement, mais au final la situation a commencé à devenir de plus en plus tendue jusqu'à ce que l'un d'entre eux pousse l'autre. Les témoins présents ne se souviennent plus qui a poussé l'autre en premier. À ce moment-là, Teddy Hart a enlevé ses écouteurs et donc CM Punk a bien fait ce qu'il avait annoncé et il a giflé Teddy Hart. Le problème c'est qu'il n'était pas au courant que Teddy Hart avait de l'expérience en boxe. Et du coup apparemment il aurait été surpris par une grosse droite très rapide de Teddy Hart qui aurait mis CM Punk au sol. Ensuite, Teddy Hart s'est jeté sur CM Punk et il lui a donné quelques coups de poing en plus directement au visage, ce qui a d'ailleurs donné un œil au beurre noir à CM Punk. Au final, c'est Sabu le vétéran qui a calmé la situation. Au départ, les autres catcheurs ne voulaient pas intervenir car la plupart d'entre eux n'appréciaient également pas Teddy Hart. Mais quand Sabu est intervenu, les autres catcheurs sont également intervenus. À ce moment-là, Teddy Hart et CM Punk ont immédiatement arrêté de se battre par respect envers Sabu qui est un vétéran du business. Pour info, il faut savoir que Teddy Hart a été renvoyé la semaine suivante. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, il faut savoir que Teddy Hart a totalement changé son comportement et actuellement il est vraiment de retour au top et vous pouvez notamment le voir catcher à la MLW. Numéro 7, Chris Jericho contre Sin Cara. Pour ceux qui ont vu la partie 1 et la partie 2 du top 10 des bagarres en coulisses, vous savez que Chris Jericho et Sin Cara sont déjà apparus plusieurs fois. C'est donc logique qu'on les retrouve maintenant face à face. Et pour info, c'est la bagarre la plus récente de ce top, elle a eu lieu le 6 novembre 2016. Mais c'est loin d'être la plus grave, au final ça a même été très rapide. La WWE est en train d'effectuer une tournée en Europe et les catcheurs se trouvaient dans un bus qui allait en direction de Glasgow en Écosse pour enregistrer Monday Night Raw. Et selon plusieurs témoins, Sin Cara agissait de manière immature et il se comportait comme un enfant dans le bus. Il faisait notamment des bruits bizarres qui dérangeaient tout le monde dans le bus. Plusieurs catcheurs lui ont dit d'arrêter mais il ne les a pas écoutés. Donc c'est Chris Jericho en tant que vétéran et leader des vestiaires qui s'est levé pour aller dire à Sin Cara d'arrêter tout de suite. Le problème c'est qu'on connaît tous le tempérament de Sin Cara et à ce moment-là Sin Cara lui a tout simplement répondu « fuck off », ce qui veut dire « dégage ».
Le ton a commencé à monter entre les deux catcheurs jusqu'à ce que Sin Cara pète un câble. Et là, de nulle part, il a essayé de mettre une grosse droite à Chris Jericho, mais heureusement, il l'a raté. À ce moment-là, les catcheurs ont commencé à s'échanger plusieurs coups et il y a eu une grosse bousculade dans le bus. Les autres catcheurs présents ont dû intervenir pour séparer Jericho et Sin Cara. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, d'après plusieurs catcheurs, quand les deux catcheurs ont été séparés, apparemment Chris Jericho aurait mordu un des doigts de Sin Cara. Jericho a également crié que Sin Cara ne travaillera plus jamais pour la WWE. À ce moment-là, le bus s'est arrêté et Sin Cara a été expulsé du bus, et du coup il a dû se rendre à Glasgow par ses propres moyens. Au final, Jericho et Sin Cara ont tous les deux catché lors des enregistrements de Raw, et Sin Cara n'a pas été licencié. Mais Sin Cara a tout de même reçu un avertissement et il a dû prendre des cours pour apprendre à maîtriser sa colère. Numéro 6, Alberto Del Rio contre Tortuga Raffi. Nous sommes en décembre 2016, à l'époque où Alberto Del Rio sortait avec Paige. Pour ceux qui ont suivi cette période, vous savez que les deux avaient beaucoup de problèmes dans leur vie, et du coup à cette période ils faisaient souvent la une des journaux pour différents scandales. On reviendra d'ailleurs dans une autre vidéo sur plusieurs embrouilles d'Alberto Del Rio avec les fans. Donc à cette époque, Alberto Del Rio et Paige sont en couple et ils sont inséparables. Du coup, Paige suit Alberto Del Rio partout. Et les deux se sont rendus au Mexique pour la fédération IWRG, notamment car le frère de Alberto Del Rio était dans le main event du show. L'un des catcheurs également présents en coulisses était Tortuga Raffi, un catcheur qui joue sur la gimmick des Tortues Ninja. Son costume et son nom Tortuga Raffi sont bien évidemment inspirés de Raphaël des Tortues Ninja. Après le show, alors que Alberto Del Rio et Paige étaient en train de marcher dans un coin où il y avait beaucoup de monde, Tortuga Raffi s'est apparemment dirigé vers eux. Et à ce moment-là, il aurait apparemment poussé Paige par accident sans faire exprès. Sûrement parce qu'il y avait beaucoup de monde autour d'eux. Le problème c'est que pour Del Rio ce n'était pas du tout accidentel, selon lui Tortuga Raffi avait fait exprès de pousser Paige et il l'a également touché de manière inappropriée. Par la suite Tortuga Raffi s'est retourné vers Paige et il lui a dit à quel point elle était magnifique, ce qui n'a fait qu'énerver encore plus Alberto Del Rio qui est devenu vraiment le fiancé jaloux à ce moment-là. Del Rio a commencé à hurler sur Tortuga Raffi, mais au lieu de s'excuser, Raffi lui a dit d'aller se faire voir. Et c'était une très mauvaise décision. D'après les témoins, Tortuga Raffi s'est rapproché de Alberto Del Rio et il l'aurait peut-être même poussé. À ce moment-là, Del Rio a arraché le masque de Raffi et il a commencé à enchaîner les coups de poing directement sur Tortuga Raffi. Raffi a essayé de se défendre et mettre quelques coups, mais d'après les témoins sur place, c'était clairement Del Rio qui avait l'avantage. Pour info, pour ceux qui ne sont pas au courant, Del Rio est clairement quelqu'un qui sait se battre dans la vie et qui a fait plusieurs combats de MMA durant sa carrière. Il est donc bien entraîné en tant que combattant. Apparemment, la bagarre a commencé dans un couloir, mais elle a terminé en plein milieu du hall principal, ce qui fait que les fans sur place et les journalistes ont pu voir la fin de la bagarre. Plusieurs catcheurs ont essayé de calmer la situation et séparer Alberto Del Rio de Raffi, et malgré le fait que la bagarre fut assez courte, apparemment Del Rio avait réussi à faire beaucoup de dégâts et Raffi était totalement en sang. Suite à cette bagarre, plusieurs catcheurs en coulisses voulaient s'en prendre à Alberto Del Rio, et d'autres catcheurs qui étaient rentrés à l'hôtel et ont entendu parler de l'histoire sont même revenus à l'arène pour s'en prendre à Del Rio, mais Del Rio était déjà parti depuis bien longtemps avec Paige. Par la suite, Tortuga dans une interview a précisé qu'il avait bien dit à Paige qu'elle était belle, mais que c'était simplement un compliment et qu'il n'avait absolument pas fait exprès de la pousser dans les couloirs, c'était bien entendu un accident d'après lui. Numéro 5, JBL contre Steve Blackman. Nous sommes à la fin des années 90, et pour ceux qui ne connaissent pas Steve Blackman, c'était un catcheur qui luttait à la WWE durant l'ère Attitude, c'est-à-dire la fin des années 90, début 2000, et pour info c'était également quelqu'un qui savait réellement se battre et qui était entraîné dans plusieurs arts martiaux, notamment le taekwondo. Ce jour-là, tous les catcheurs se retrouvent à l'aéroport de Kansas City, et Steve Blackman traînait avec Bob Holly. Les catcheurs devaient prendre un vol très tôt dans la journée et du coup beaucoup d'entre eux étaient de mauvaise humeur, sauf JBL qui sortait à peine de soirée et qui est encore un petit peu sous selon certains témoins. JBL est connu et réputé pour aimer intimider les autres catcheurs en coulisses, et il adore embêter et s'amuser avec les nouveaux. Et là il se trouve que c'est tombé sur Steve Blackman. JBL aurait commencé à harceler Steve Blackman et il le traitait de toutes sortes de noms. Cela commençait clairement à énerver Steve Blackman. Ensuite, JBL lui aurait mis une petite tape sur les fesses, et Blackman lui a clairement répondu qu'il ne jouait pas à ce jeu, donc que JBL devait arrêter. Mais JBL ne s'est pas calmé, donc Steve Blackman l'a averti une dernière fois. Il lui a dit « Écoute John, la prochaine fois que tu fais ça, je vais te péter les dents ». Mais malheureusement pour lui, JBL a continué et là, Steve Blackman en avait marre. Il s'est retourné vers JBL et lui a mis un gros coup de poing, puis il aurait enchaîné avec une douzaine de coups de poing au visage et au corps de JBL. Pendant ce temps, JBL essayait de répondre et de frapper à son tour, mais il n'arrivait absolument pas à toucher Steve Blackman, alors que Blackman lui touchait à chaque fois.
Et pour le coup final, Blackman s'est légèrement reculé et il souhaitait mettre un coup de pied dans les genoux de JBL pour lui exploser les genoux. Mais au moment où il s'est reculé, il s'est pris les pieds dans plusieurs bagages. Et cela a permis à Bob Holly et à Al Snow d'intervenir et d'attraper Steve Blackman pour le calmer. Et pendant ce temps, Ron Simmons, le partenaire par équipe de JBL, a attrapé son coéquipier et l'a emmené autre part. Apparemment, JBL n'arrivait même plus à marcher droit, et avant que Steve Blackman ne parte de l'aéroport, il a dit à JBL qu'il allait le tuer. Il se trouve que quand tous les catcheurs sont arrivés dans la prochaine ville, Blackman et JBL se sont retrouvés dans le même hôtel par hasard. Car pour info, quand les catcheurs sont dans une ville, ils ne vont pas forcément tous dans le même hôtel. JBL a essayé de s'excuser, mais Blackman lui a dit non, je refuse tes excuses, je vais te terminer plus tard. Au final, les deux se sont retrouvés à nouveau le soir même dans la cafétéria de l'arène. Quand JBL est arrivé, Blackman s'est levé et il lui a demandé s'il avait quelque chose à dire. Mais JBL a préféré rester calme et il s'est excusé. Il a dit qu'il n'aurait jamais dû chercher la merde avec Steve Blackman. Au final, les deux se sont serrés la main et c'en était terminé. Mais quand Blackman s'est assis à sa table, il a dit à Bob Holly « Si je ne m'étais pas pris les pieds dans cette valise, JBL serait à l'hôpital en soins intensifs actuellement. » Numéro 4. Sabu contre les Yakuza. Pour ceux qui ne connaissent pas Sabu, je vous conseille à tous de faire un tour sur Wikipédia et YouTube et de vous informer sur sa grande carrière, car c'est l'un des catcheurs qui a le plus révolutionné le catch dans les années 90. Bien entendu, c'est une icône de la ECW, mais avant de lutter à la ECW, il luttait également à la FMW, une fédération japonaise qui était surtout basée sur la lutte extrême. Et pour info, comme beaucoup de fédérations au Japon, la FMW a des liens avec les Yakuza. Et donc les Yakuza, en fait, c'est la mafia japonaise. Il faut savoir qu'ils sont souvent présents lors des shows de catch et qu'ils achètent habituellement les billets en gros afin de prendre toute une section de l'arène. Et donc lors d'un show de la FMW au début des années 90, un groupe de 50 Yakuza était assis dans les premiers rangs avec notamment le boss du groupe qui était présent. Le président de la FMW, Atsushi Onita, avait prévenu les autres catcheurs en coulisses qu'il fallait éviter de lutter vers ces rangées et surtout ne pas effectuer de saut vers l'extérieur pour éviter d'énerver les Yakuza. Bien entendu, lors de ce show, Sabu était sur la carte et il était accompagné par son manager habituel, Tiger Jitsing. Et donc bien évidemment, durant le match, Sabu a tenté l'un de ses fameux sauts vers l'extérieur. Selon certaines personnes, il s'en fichait totalement que les Yakuza soient présents, mais selon sa propre version, Sabu dit qu'il n'a pas fait exprès de sauter aussi loin et qu'il ne souhaitait pas atterrir sur les Yakuza. Mais au final, malheureusement, il a bien atterri en plein milieu de la section des Yakuza. Et du coup, forcément, certains membres de cette mafia étaient très énervés et ils ont commencé à confronter Sabu et son manager Tiger Jitsing. L'un des Yakuza a essayé de frapper Tiger Jitsing et à ce moment-là, Sabu s'est énervé et il y a eu une mini-émeute aux abords du ring. Le problème, c'est que cette bagarre ne s'est pas calmée, elle a dégénéré et elle s'est déplacée jusqu'aux coulisses. Plusieurs hommes faisant partie des Yakuza essayaient de frapper Sabu, quand Mike Awesome, un autre catcheur de la FMW et également une légende de la ECW, était également présent en coulisses et il a entendu le bruit. Au départ, il pensait juste que c'était un angle qui avait lieu en coulisses, mais il s'est approché et il s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs personnes qui essayaient réellement de frapper Sabu. L'un des membres de la mafia essayait notamment de frapper Sabu à la tête avec une chaise. À ce moment-là, Awesome a compris que la situation était en train de dégénérer et donc il est rentré dans le tas. Il a jeté toutes les personnes qui se trouvaient sur Sabu et il a pris Sabu et il l'a emmené dans un vestiaire privé et il a fermé la porte. Bien que Mike Awesome faisait plus de 2 mètres, il ne pouvait rien faire face aux douzaines de Yakuza qui étaient maintenant juste à l'extérieur des vestiaires. Du coup, Sabu et Awesome ont dû rester pendant 2 heures enfermés dans les vestiaires pendant que Atsushi Onita, le président de la FMW, essayait de calmer les Yakuza. Mais au départ, les Yakuza ne voulaient rien entendre et ils ne voulaient pas partir, ils attendaient que Sabu sorte pour le frapper. Mais au final, Onita a réussi à calmer les Yakuza qui ont accepté de quitter l'arène, apparemment au bout de 3 voire 4 heures. Numéro 3, Kurt Angle contre Eddie Guerrero. Alors selon plusieurs journalistes, l'année précédant le décès de Eddie Guerrero, Eddie commençait à montrer des signes de fatigue mentale et physique. Les journalistes disent qu'on sentait que les commotions cérébrales avaient atteint son cerveau et que son corps commençait à lâcher petit à petit. Kurt Angle, qui travaillait avec lui régulièrement en 2004, avait commencé à remarquer ces changements. Le problème avec Eddie Guerrero, c'est que c'était un perfectionniste. Du coup, il souhaitait toujours performer au plus haut niveau possible, mais quand son corps a commencé à le lâcher, ça l'aurait énormément frustré. Il y a certains soirs où Eddie allait très bien, et d'autres soirs où Eddie arrivait à peine à marcher selon les journalistes. Il priait tous les jours et s'entraînait chaque jour afin d'aller mieux, mais malheureusement son corps ne guérissait pas, et du coup Eddie était de plus en plus frustré, mais Kurt Angle également. Et donc en septembre 2004, lors d'un épisode de SmackDown, le main event est Kurt Angle contre Eddie Guerrero dans un Lumberjack match, un match des bûcherons. À l'époque, SmackDown était encore enregistré, et le match a dû être énormément édité pour qu'il puisse passer à la télé. Apparemment, Eddie était perdu durant le match et ne savait plus ce qu'il faisait, ce qui fait que Kurt Angle a voulu terminer le match plus tôt que prévu.
Mais quand Angle essayait de porter des prises à Eddie Guerrero, Eddie lui criait apparemment « Lâche-moi, laisse-moi tranquille ». Bubba Ray Dudley, qui était l'un des bûcherons aux abords du ring, a demandé à Kurt Angle qu'est-ce qui se passe, et Angle lui a répondu que quelque chose clochait avec Eddie. Finalement, ils ont bien pu faire le finish du match avec l'intervention de tous les bûcherons. Deux des bûcherons étaient Luther Reigns et Mark Jindrak, deux anciens catcheurs de la WWE, deux personnes assez imposantes qui apparemment ont été assez stiffs avec Eddie Guerrero une fois qu'ils sont montés dans le ring. Tout ça a énervé Eddie encore plus. Quand tous les catcheurs sont retournés en coulisses, Eddie Guerrero a commencé à crier que tout le monde profitait de lui et le frappait très fortement. Le problème, c'est que Kurt Angle était secrètement frustré d'avoir des mauvais matchs avec Eddie Guerrero depuis plusieurs mois, et il cachait sa frustration depuis des semaines. Il était fatigué du fait que Eddie ne soit pas à fond durant leur match, alors qu'il ne comprenait pas en fait que Eddie ne pouvait plus être à fond, son corps ne tenait plus. Il pensait que c'était une sorte de flemmardise de la part de Eddie Guerrero, mais pas du tout, c'était juste son corps qui lâchait. Du coup, à ce moment-là, quand Eddie Guerrero a commencé à gueuler contre Kurt Angle a pété un câble. Il s'est levé et il a poussé Eddie Guerrero et il lui a dit tout ce qu'il avait sur le cœur. Le problème, c'est que ça n'a pas calmé Eddie, au contraire, il a continué à crier sur Kurt Angle. À ce moment-là, Kurt Angle l'a poussé une seconde fois. Et donc, comme d'habitude dans ces cas-là, Eddie s'est senti plus fort qu'il n'est réellement, et donc il a sauté vers les jambes de Kurt Angle et il a essayé de le mettre au sol. Sauf que le problème, c'est que Kurt Angle est un médaillé d'or olympique en lutte. Donc pour ceux qui ne visionnent pas trop ce que ça veut tout simplement dire qu'il est quasiment impossible de mettre Kurt Angle au sol et que c'est l'une des personnes en coulisses à la WWE contre qui il ne faut absolument pas se battre, tous les autres catcheurs l'assurent. Car contre un médaillé d'or olympique en lutte, vous avez tout simplement aucune chance, surtout si vous essayez de le mettre au sol, il va vous retourner en 2 secondes et vous allez vous retrouver au sol. Donc forcément, quand Eddie Guerrero s'est jeté sur Kurt Angle l'a rapidement stoppé et lui a porté un front headlock, il a donc commencé à l'étrangler littéralement. Kurt Angle l'a maintenu jusqu'à ce que Big Show vienne les séparer. Angle aurait pu lui faire beaucoup plus de mal, mais ce n'était pas son but. D'après plusieurs témoignages, les deux catcheurs ont eu une réunion plus tard dans la soirée avec Vince McMahon. Et sachant que Kurt Angle et Eddie étaient de très bons amis, les problèmes se sont très rapidement réglés, c'était juste une question de frustration de la part des deux catcheurs. D'ailleurs, par la suite, après le décès de Eddie Guerrero, Kurt Angle a précisé qu'il aurait dû tout simplement laisser Eddie Guerrero lâcher tout ce qu'il avait, car en fait Angle n'avait pas réalisé à quel point les problèmes de santé de Eddie étaient sérieux. Et pour l'anecdote, par la suite, après l'incident, JBL a demandé à Eddie Guerrero à quoi il réfléchissait quand il s'est jeté sur un médaillé d'or olympique. Eddie Guerrero aurait simplement répondu « Bah parce que je suis stupide, j'avais arrêté de réfléchir ». Numéro 2, Bob Holly contre René Dupré. Malheureusement, j'ai beaucoup parlé de Bob Holly ou encore JBL sur cette chaîne, car comme vous le savez tous, ce sont deux des plus gros intimidateurs de la WWE et clairement de très mauvaises personnes. Mais malheureusement, à une période au début des années 2000, c'est malheureusement eux qui dirigeaient les vestiaires de la WWE. Et nous sommes donc en 2004, à l'époque René Dupré vient d'arriver dans le roster principal et il a seulement 20 ans. Du coup il ne sait pas trop comment se comporter et il s'est très rapidement fait mal voir par beaucoup de catcheurs en coulisses, malgré les conseils de plusieurs vétérans. Au final, une petite erreur par rapport à une voiture de location va lui coûter très cher. Selon Dupré, à l'époque, il voyageait régulièrement avec Bob Holly et Billy Gunn. Et sachant qu'il avait moins de 25 ans, il ne pouvait pas louer la voiture à son nom, donc c'était habituellement Bob Holly qui louait la voiture. Et donc une semaine, alors que les catcheurs devaient se rendre à SmackDown, Bob Holly au final a pris l'avion à cause d'un ouragan. Du coup, René Dupré s'est retrouvé seul à voyager, mais la voiture avait déjà été louée au nom de Bob Holly. Et c'est ce détail qui va revenir hanter René Dupré des mois plus tard. Le problème, c'est que lors de ce voyage tout seul, René Dupré a violé le code de la route et s'est fait photographier. Apparemment, il roulait trop vite et il aurait brûlé un feu rouge. Mais du coup, forcément, l'amende est arrivée chez Bob Holly car la voiture était louée au nom de Holly. Et le problème, c'est que comme les catcheurs sont souvent sur la route pendant plusieurs semaines, ils ne rentrent parfois pas chez eux avant plusieurs mois et du coup, ils ne vérifient pas toujours leur courrier. Du coup, comme Holly n'a pas tout de suite payé l'amende, il s'est retrouvé convoqué au tribunal. Et donc le tout est devenu un gros problème pour Bob Holly, car sachant qu'il n'est pas souvent chez lui, il avait beaucoup de mal à pouvoir trouver une date pour pouvoir aller au tribunal et enfin régler ce problème définitivement. Et donc au final, il s'est retrouvé à devoir aller au tribunal sur ses jours de repos, et donc ça lui a pris du temps sur le temps qu'il devait passer avec sa famille. À ce moment-là, pour la suite, nous avons deux versions des faits. René Dupré dit que suite à l'incident, un jour dans un aéroport, Bob Holly est venu le voir de manière très violente, et à ce moment-là, Dupré s'est excusé et il a proposé de payer pour l'amende. Mais d'autres témoins disent que quand Bob Holly est venu s'expliquer avec René Dupré lui a plutôt dit d'aller se faire voir. Forcément, ça a énervé Holly, qui a consulté les autres catcheurs en coulisses pour décider ce qu'il allait faire. Et donc ça nous amène au 20 novembre 2004, lors d'un house show à Syracuse. Il y avait un match par équipe entre Bob Holly et Charlie Haas contre René Dupré et Kenzo Suzuki, et pour info c'était un match hardcore, donc un match où tout est permis.
Et durant le match, à un certain moment, Bob Holly a tout simplement arrêté de coopérer avec son adversaire et il a commencé à shooter sur René Dupré. Les gens qui étaient dans le public ont tout de suite compris qu'il y avait un problème. Apparemment, Bob Holly aurait commencé en portant un front facelock à René Dupré, donc en essayant de l'étrangler. Mais René Dupré a réussi à s'en sortir. À ce moment-là, Bob Holly a attrapé une chaise et il a mis un coup de chaise ultra violent directement à la tête de René Dupré. Et pendant que Dupré était au sol, Bob Holly s'est acharné sur lui avec des coups de poing et des coups de pied d'une très grosse violence d'après tous les témoins. Dupré n'en pouvait tellement plus qu'apparemment à la fin du match, il a couru en coulisses pour aller se cacher, mais Bob Holly courait derrière lui pour essayer de le rattraper. Son visage était totalement explosé et il avait les deux yeux enflés. Selon plusieurs témoignages, il y aurait eu une seconde altercation en coulisses, mais nous n'avons pas de détails sur cette seconde altercation. Pour info, suite à cet incident, Holly avait pas mal de hits en coulisses, mais pas autant que vous pourriez le croire, car c'est The Undertaker qui l'a défendu en disant qu'il faisait ce qu'il y avait de mieux pour le business. Et honnêtement, d'après plusieurs journalistes, cela confirme que The Undertaker n'est pas aussi gentil qu'on pourrait le croire en coulisses, et qu'il a toujours fait partie de cette bande d'intimidateurs et de brutes dont faisaient partie Bob Holly, JBL ou encore Chris Benoit. Donc apparemment, le Deadman ne serait pas aussi professionnel qu'on pourrait le croire. Numéro 1, Mick Foley contre Ric Flair. Alors j'ai choisi cette bagarre en tant que numéro 1 pour ce top, parce que tout simplement ce sont deux des plus gros noms de l'histoire du catch et de la WWE qui se sont embrouillés en 2004. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Mick Foley et Ric Flair ont tous les deux écrit des autobiographies que je conseille à tout le monde de lire. Et dans la première partie de son autobiographie sortie en 1999, Mick Foley s'est plaint du booking de la WCW dans les années 90, notamment de Ric Flair qui était justement en charge du booking, et Foley avait écrit concernant Ric Flair qu'il était aussi bon dans un ring qu'il était mauvais en booking. En effet, Mick Foley était mécontent du fait que Ric Flair n'avait pas vu de potentiel en Foley à l'époque. Au départ, Ric Flair avait dit que les commentaires de Mick Foley ne l'avaient pas dérangé et qu'il n'avait même pas lu le livre de Mick Foley. Mais au final, quelques temps plus tard, en 2004, il a sorti sa propre autobiographie et dedans, il a directement répondu aux commentaires de Mick Foley. Et donc dans son livre, Ric Flair déclare: Foley a tout un groupe de fans qui le suivent comme une secte à cause de ce qu'il a apporté au catch hardcore. Mais le catch hardcore n'est qu'une toute petite partie de l'histoire de ce business. Quand je m'entraînais à l'époque, le fait de tomber d'une échelle n'était pas quelque chose qu'on devait apprendre pour pouvoir devenir un catcheur. Ce qu'il fallait apprendre, c'était les bases, c'était les fondements. Je n'ai rien à faire de combien de chutes Mick Foley a effectué sur des punaises, ou combien de chutes il a effectué depuis des échelles, ou encore sur combien de continents il a saigné. Pour moi, ça restera toujours seulement un cascadeur glorifié. Donc voilà, selon Ric Flair, pour lui, Mick Foley n'est pas un catcheur, ce n'est qu'un cascadeur qui prend des risques pour la foule, car il ne sait pas vraiment catcher. Et il faut savoir que les commentaires de Ric Flair n'ont vraiment pas plu à Mick Foley qui les a pris à cœur. Au final, les deux se sont croisés plus tard en décembre 2004, le 13 décembre 2004 précisément pour des enregistrements de Raw. On ne sait pas exactement qui est allé confronter l'autre en premier, selon certains témoignages c'est Ric Flair qui est allé vers Mick Foley pour lui serrer la main. À ce moment-là, Mick Foley a tout simplement refusé de lui serrer la main, mais par contre il lui a demandé de dédicacer un livre pour une vente aux enchères pour une œuvre caritative. Mick Foley était clairement très énervé par les commentaires de Ric Flair dans son livre, mais également par le fait que Ric Flair vienne lui sourire au visage et faire comme si de rien n'était. Car bien que Foley n'est pas du genre à chercher la bagarre, il est très fier et très protecteur de sa carrière et de tout ce qu'il a fait pour le business. Donc apparemment, d'après tous les témoins sur place, une fois que Mick Foley a refusé de serrer la main à Ric Flair a tout simplement lancé un gros coup de poing vers Mick Foley. Et Foley n'ayant pas eu le temps de l'éviter, Ric Flair l'a eu directement en plein visage. Les deux lutteurs seraient directement tombés au sol, et à ce moment-là, tous les catcheurs seraient intervenus pour séparer la bagarre, car on parle tout de même de deux légendes WWE. Mais ça n'a pas calmé Flair et Foley pour autant, qui ont continué à gueuler en coulisses. Mick Foley a même fait une blague en disant que Arn Anderson devrait l'enfermer dans une salle avec Ric Flair. Pour ceux qui ont vu les premières parties des tops consacrés aux bagarres en coulisses, vous avez compris qu'il s'agit d'une référence entre la bagarre en coulisses entre Ric Flair et Eric Bischoff. Ce qui était drôle, c'est que Ric Flair n'a pas compris que c'était une blague, et donc il a répondu à Mick Foley, bien sûr, pas de problème, choisis une salle, on rentre tous les deux dedans, et c'est le meilleur qui en ressortira. Et Flair a même ajouté, si tu veux, on va régler ça tout de suite sur le ring. Et à ce moment-là, Ric Flair a commencé à se diriger vers le ring. Mais Foley a répondu qu'il n'allait pas se battre avec un homme de 55 ans, ce à quoi Ric Flair a répondu que de toute manière il n'en était pas capable. Au final, c'est l'officiel John Laurinaitis qui a dû faire une réunion avec Mick Foley et Ric Flair pour calmer la situation. Et apparemment, d'après tous les catcheurs qui ont entendu cette réunion, il paraît que les promos de Ric Flair et de Mick Foley étaient mieux que 99% de ceux qu'on voit à la télé aujourd'hui. Les témoins précisent que clairement on avait deux grandes stars du business qui étaient en train de sortir tout ce qu'ils avaient sur le cœur l'un sur l'autre et que ça donnait des promos mythiques. Ils ont continué à s'embrouiller par rapport à leur carrière et Ric Flair a encore une fois précisé que Mick Foley n'était pas un grand nom du business comme Bruiser Brody ou encore Harley Race.
Mais à ce moment-là, Mick Foley lui a tout simplement demandé qui a fait le plus d'argent dans ce business. Harley Race et Bruiser Brody ou alors Mick Foley. Et Flair a dû avouer que c'était bien Mick Foley. Au final, la situation s'est légèrement calmée et aucun des catcheurs n'a été puni, bien que clairement c'est Ric Flair qui a lancé la bagarre en lançant le premier coup. Apparemment, les deux ont enterré la hache de guerre lors d'un vol en avion où ils étaient assis côte à côte et ils ont pu discuter longuement. Et une fois que leur problème était réglé, ils ont joué sur cette bagarre en coulisses pour lancer une rivalité scénarisée devant les écrans de la WWE. Donc au final, tout est bien qui finit bien. Voilà, c'est tout pour la partie 3 du top 10 des bagarres en coulisses impliquant des catcheurs de la WWE. J'espère vraiment que ce nouveau top 10 vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas à checker tous les tops que j'ai sortis sur Catch Club. Donc bien sûr, vous avez les autres parties du top 10 des bagarres en coulisses. Vous avez également les parties 1 et 2 du top 10 des catcheurs agressés par des fans. 3 épisodes de Quand le catch part en shoot. Et également des top 10 des choses que vous ne saviez pas, notamment sur The Undertaker, WrestleMania 1 ou encore le Royal Rumble. Donc n'hésitez pas à checker la playlist de tous les top Catch Club, je vous la laisse à l'écran. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et n'oubliez pas que la boutique Catch Club est en ligne si jamais vous souhaitez avoir des t-shirts et des sweatshirts Catch Club. Merci à tous de soutenir la chaîne, on se retrouve très rapidement pour un nouveau top 10. Ciao tout le monde!